Selon certaines informations, un marin serait passé par-dessus bord, il se serait littéralement jeté à la mer depuis l'USS Abraham Lincoln plus tôt ce mois-ci, dans un contexte de conditions difficiles, avec notamment un moral qui s'effondre. Parmi ces conditions, il y aurait des problèmes d'eau, de faibles réserves, de l'eau contaminée. Que pensez-vous de cette histoire et de ce qu'elle peut laisser présager quant à la préparation de l'armée pour cette guerre contre l'Iran? C'est absolument insensé. Même à l'époque de la Royal Navy britannique au XIXe siècle, il était pratiquement inconcevable de passer plus de 6 mois en mer sans escale dans un port. C'est complètement délirant. Et même dans la marine britannique du XIXe siècle, qui était sans doute la pire, la plus brutalement éprouvante où servir, s'il restait en mer pendant 7 ou 8 mois, il disposait de navires de ravitaillement s'il tentait d'imposer un blocus, ce que nous faisons. Mais nous non plus, nous n'envoyons pas de navires de ravitaillement. Donc, pour bien situer à quel point c'est insensé, si j'étais marin au sein de ce groupe aéronaval précis, rattaché à l'USS Abraham Lincoln, je ne me réengagerais pas, je partirais. Donc, en gros, les principaux éléments de la chronologie que j'ai préparée ici concernent ce porte-avions de classe Nimitz. C'est un navire à propulsion nucléaire. Il a quitté San Diego le 21 novembre 2024 et il est déployé en continu depuis plus de 260 jours, principalement stationné dans la mer d'Arabie, pour soutenir cette stupide opération de mission contre l'Iran. Le porte-avions a déjà passé 208 jours consécutifs en mer, sans faire escale dans un seul port, comme je l'ai dit auparavant. Donc en gros, ce qui se passe maintenant, c'est que pour relever ce navire, qui aurait dû quitter la rotation il y a des mois et rentrer au port sur le territoire continental des États-Unis, le Pentagone envoie désormais le groupe aéronaval de l'USS George Washington en Asie occidentale ou dans le Golfe. Il a quitté le Vietnam il y a 2 jours, je crois. Et il faudra encore plusieurs semaines avant que la relève officielle ait lieu dans le Golfe. Et puis, il faudra plusieurs semaines pour que le groupe aéronaval revienne sur le territoire continental des États-Unis. Donc c'est une situation horrible. Et vous savez, on a vu des familles de militaires, des médias et des élus tirer la sonnette d'alarme sur les difficultés extrêmes auxquelles font face quelques 5000 marins à bord de ce navire. Mais ce n'est pas seulement ce navire, c'est tout le groupe aéronaval. Il y a des bâtiments d'assaut, comme des unités expéditionnaires des marines, avec des bataillons d'infanterie. Il y a des destroyers, des croiseurs lance-missiles. Et pensez aux sous-marins. Il y a toujours des sous-marins rattachés à ces groupes aéronavals, avec des capacités nucléaires. Et oui, on n'en entend pas parler. On entend seulement parler de l'USS Abraham Lincoln, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de la guerre contre l'Iran. Vous savez, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de plomberie fréquents. C'est difficile de suivre la chronologie parce qu'il se passe tellement de merde dans cet environnement informationnel. Mais vous savez, il y a eu ces problèmes de plomberie où l'on pensait que des marins sabotaient les toilettes pour qu'ils soient obligés d'accoster afin de pouvoir descendre du bateau. Il y a eu le manque d'eau chaude, il y a eu des douches moisies. Et puis, en mars, un autre gros titre concernant ce même porte-avions, un important incendie de 30 heures dans la buanderie qui a aussi déplacé environ 600 marins de leurs couchettes et brûlé beaucoup de leurs lits ou de leurs draps. Ça a été un désastre absolu. Et bien sûr, on n'est pas censé rester en mer aussi longtemps parce qu'on finit littéralement par devenir fou. J'étais dans l'armée de terre. Je n'ai aucune expérience en mer à bord d'un navire. Le plus longtemps que j'ai passé sur un bateau en pleine mer, c'était environ 3 semaines quand j'étais sur la flottille mondiale Sumud.
Mais ce n'était même pas si terrible, parce que je pouvais monter sur le pont. Si vous êtes affecté à un sous-marin rattaché à ce groupe, ou dans la salle de maintenance de l'un de ces porte-avions, vous ne montez quasiment jamais sur le pont. Et je pense que c'est en partie pour ça que certains de ces gars ont été repérés. Il y a un équipage de pont qui s'occupe des avions et de la maintenance, et c'est lui qui est sur le pont. Alors quand vous voyez quelqu'un sortir des entrailles du navire et monter sur le pont, vous vous dites « Hé mec, qu'est-ce que tu fais là ?» Apparemment, certains ont donc été arrêtés. On ne reçoit pas beaucoup d'informations solides, fiables, sur ce qui se passe. Il y a un blackout médiatique total sur l'ensemble de la flotte. Je soupçonne, je ne peux pas le confirmer parce que lorsque nous étions déployés à l'étranger, et ça n'a pas changé, dès qu'il se passait quelque chose d'embarrassant ou que quelqu'un mourait ou était blessé, ils coupaient toutes les communications extérieures. On ne pouvait pas appeler chez soi, ni répondre aux emails externes en dehors du réseau CPAIR. Donc oui, on ne va pas obtenir de bonnes informations. Mais quand le CENTCOM américain et Pete Hegseth disent « Vous savez, nous faisons tout ce que nous pouvons, tout va parfaitement bien, nous sommes au plus haut niveau de préparation », non, c'est pas le cas. Les gens deviennent littéralement fous. Et ça, ce ne sont que les personnes qui ont fait des choses très visibles, comme tenter de se jeter du pont. Et c'est une façon vraiment atroce de mourir, se noyer dans une eau bleue glaciale. C'est aussi psychologiquement terrifiant. On ne pense même pas aux pendaisons, on ne pense pas aux lames de rasoir, on ne pense pas aux autres moyens de le faire. Et ça non plus, ça ne sera pas rapporté, pas vrai? Et ce n'est pas seulement, c'est littéralement, je ne saurais trop insister là-dessus. Quand vous êtes dans un environnement clos, que vous n'avez pas mis pied à terre, et que vous entendez ce bourdonnement du réacteur nucléaire à chaque instant où vous êtes éveillé, vous allez commencer à perdre pied. Donc ils ne sont même pas en état de combattre. Il n'y a eu aucun plan. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on accordait une attention minutieuse aux rotations des combattants. Quand nous combattions la marine impériale japonaise, les gens ne restaient pas en mer aussi longtemps. Et là, nous sommes simplement dans un conflit lointain avec l'Iran. Et voilà ce qui se passe. Des niveaux d'incompétence insensés. Et ça montre bien qu'il n'y avait aucun plan. Absolument aucun plan. Donc maintenant, nous devons réaffecter des moyens venant de l'Indo-PACOM, dont le rôle est d'isoler et de contenir la Chine. À cause de notre chimère de nous engager dans une confrontation autour du détroit de Taïwan entre 2028 et 2030. Ça ne se fera plus, donc j'imagine que c'est une bonne chose, au moins pour l'instant. Mais oui, ça témoigne d'une folie absolue. Et pendant ce temps, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, se contente en gros de faire le tour du monde. À travers le pays, dans différentes installations militaires, en sueur, la mâchoire vraiment crispée, avec une énorme équipe de tournage qui ne fait que des séances photos. Oui, justement, on a une de ces vidéos que tu m'as envoyées, Greg. Voyons voir. Juste pour la présenter, c'est laquelle, celle-là? Ah, voici un extrait de lui dans la jungle panaméenne. C'est ça? Oui, c'est notre nouvelle école de guerre en jungle. Pardon, continuez. Non. Lancez depuis le début, et ensuite je commenterai. Il a ce nouveau geste fétiche. Il remet ses cheveux en arrière quand il est vraiment à fond. Oui, parce qu'il transpire tellement, ou quelque chose comme ça peut-être. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons lancé la devise de l'ACCC, qui est « Nous faisons de mauvaises choses aux mauvaises personnes ». Parce que pendant trop longtemps, de mauvaises personnes ont fait de mauvaises choses à de bonnes personnes, aux États-Unis d'Amérique et dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et nous allons donner à de grands Américains et à de grands partenaires les moyens de faire de très bonnes choses.
et d'être très efficace pour infliger de la violence aux cartels de la drogue et aux organisations terroristes désignées. Car nous sommes extrêmement sérieux quand il s'agit de protéger le territoire national. Nous sommes extrêmement sérieux au sujet du corollaire Trump à la doctrine Monroe. Ce ne sont pas seulement des paroles. Ce n'est pas simplement un prolongement politique de Teddy Roosevelt. C'est reconnaître que les DTO, les organisations terroristes étrangères, ne contrôleront pas notre hémisphère aux côtés de nos partenaires. Et nous ne laisserons pas une influence étrangère malveillante prendre le contrôle, par exemple, de terrains stratégiques comme le canal de Panama. Ok, cool. Honnêtement, je pense pas que Pete Hegseth boive encore. Je pense tout ça est complètement au conditionnel, d'accord? Je pense qu'il est sobre à la new-yorkaise. Pas d'alcool, juste, genre de grosses traces de coke. Je ne comprends pas. C'est quoi? Des bières par le nez. C'est quoi les bières pour le nez? Je sais pas. Ah si, c'est ça. D'accord, j'ai compris. C'est New York. California Sober, c'est juste de l'herbe, non? Ouais, c'est juste de la bœuf. Faites votre choix. Évidemment, on n'a aucune idée de si c'est vrai. C'est juste une blague récurrente dans la communauté militaire chaque fois qu'on voit une vidéo de lui apparaître, parce qu'il est toujours à fond, à parler, enfin à déblatérer comme on parlerait de lancer une entreprise ou une cuisine virtuelle à 4 heures du matin. Je ne sais pas comment il fait. Et c'est complètement absurde. Parce que on fait de mauvaises choses à de mauvaises personnes. C'est le genre de phrase que les gens mettaient sur des écussons de morale en 2009, pendant la guerre mondiale contre le terrorisme. C'est comme si rien n'avait changé. Et maintenant, on a cette énorme défaite en Iran. Et donc maintenant, on le voit clairement, il fait des séances photos dans la jungle panaméenne, dans cette nouvelle école de guerre en jungle qu'ils viennent de créer, pour envoyer des gens combattre dans la jungle, parce que nous menons des interventions en Amérique latine. C'est à ça qu'on se prépare, et on utilise une sorte de prétexte inexistant ou... Enfin, parfois oui, d'accord. On se couvre du prétexte des opérations anti-cartel pour intervenir dans des gouvernements comme ceux de la Bolivie, de l'Équateur, à peu près partout en fait, sauf en Argentine, au Chili ou au Salvador. Parce que vous savez, Cuba n'est pas seulement une menace idéologique, c'est une menace concrète parce qu'il occupe une position de leadership à tous ses niveaux. Oh là là, tout c'est quoi? Désolé, vous avez coupé une seconde. Ah oui, pardon, tous ces gouvernements de droite pas complètement autoritaires à travers l'Amérique latine. Donc oui. Une tasse Cuba au fait qu'on a acheté à Cuba. Oui, oui. Si je n'étais pas en campagne pour cette fichue élection, j'y serais allé avec les autres. Mais en gros, c'est ce qui nous attend. J'en parlais il y a je ne sais combien de mois. Ça dure depuis mars. Après cette défaite, il va y avoir une véritable intensification des activités du Southcom en Amérique latine. Parce que l'une des promesses de campagne de Trump, bien sûr, c'était, moi-même et d'autres disions, oui, on parle beaucoup de lui comme d'un candidat anti-guerre. Même des gens à gauche disaient, il sera probablement moins violent et moins interventionniste que l'administration Biden. Évidemment, c'est tout simplement pas comme ça que fonctionnent les présidences impériales. Mais eux aussi se préparaient à cette doctrine Monroe 2.0, parce que c'est un moyen d'affirmer l'autorité impériale à une époque où nous n'avons plus cette capacité de projection de puissance à l'échelle mondiale. C'est donc là-dessus que nous étions censés nous concentrer. Puis l'affaire iranienne a commencé, et depuis le début, c'est un désastre absolu. Alors, je donc Leonard Rio,